Henri Daniel Piguet, vous avez eu l'an dernier 80 ans, je crois, et on est ici dans votre maison de famille et dans un atelier. Il existe depuis quand cet atelier? Eh bien, l'atelier en tant qu'atelier, même que maison, a donc été construite par mon grand-père en 1901. Mais mon grand-père était installé comme fabricant d'horlogerie depuis, en tout cas, 1880. Et quel travail faisiez-vous ou avez-vous fait? Eh bien, mon grand-père était spécialisé dans la fabrication des mouvements compliqués. Donc, c'était les répétitions, tout genre de répétitions, grandes sonneries, chronographes, rattrapantes, quantième perpétuel, c'était sa spécialité. Et votre père a continué après lui? Eh bien, oui, ils ont travaillé ensemble pendant bien des années. Mais mon grand-père avait remis la maison à ses fils, en 19 ou 20, ça s'appelait à ce moment-là les fils de Victorin Piguet. Et mon grand-père était toujours intéressé, il s'occupait toujours de ces montres compliquées, ces mouvements. Tandis que mon père et mon oncle qui avaient pris des contacts, passé une convention avec la maison Heur à Bienne, et ils fabriquaient de l'horlogerie qui portait la marque Jules Jurgensen. C'était de très haute qualité, puis ça a marché jusqu'en 1935, 36. À ce moment-là, la crise, ouais, elle a été ressentie ici comme ailleurs. Votre grand-père avait une très bonne mémoire, Oui. et vous êtes, vous, la 4e génération d'horlogers de la même famille. Oui, oui, oui. Mais par votre grand-père, on peut remonter en somme assez haut, à votre arrière-arrière-grand-père. Il vivait donc ici, à la vallée de Joux. Oui, il habitait chez le maître. Alors lui, il était donc... je pense qu'il était déjà propriétaire du domaine que mon arrière-grand-père a hérité. Et il s'était donc consacré, il s'est occupé à faire des transports avec un cheval depuis Croix à la vallée. Il allait surtout chercher de la marchandise, le blé, la farine, le sel, le sucre, toutes ces denrées qu'on n'avait pas ici. Alors il faisait... Et le train les apportait jusqu'à Croix. Jusqu'à Croix, oui. Et lui, voiturier, les amenait Oui. ici. Il restait au début de l'exploitation des glacières du pont. Exploiter la glace, surtout ça allait en France. Eh bien, il y avait des charretiers qui faisaient le trajet. Ils descendaient, ils montaient à Petra-Félix et ils descendaient sur Croix. Et alors, c'est les glacières qui ont mis en train la construction de la ligne de chemin de fer de Valorbe au pont. C'était aventureux, à son époque, de faire ces transports. C'était aventureux. Un peu, oui, un peu. Parce qu'il semble qu'on racontait dans votre famille des événements assez... De mon arrière-arrière-grand-père, Henri-François Piguet, eh bien, on racontait qu'une fois qu'il rentrait, il était en hiver, parce qu'il avait un traîneau, il était spécialement tard, il faisait noir une nuit. À ce moment-là, il n'y avait pas d'électricité à la vallée. Hein. Alors, tout d'un coup, entre le nom de Groin-Roux, entre l'abeille et les bio, son cheval s'était mis à courir vraiment. Ça l'avait étonné parce qu'en fin de journée, il devait en avoir marre. Alors, mon grand-père il s'était retourné et puis il avait vu qu'il y avait 2 loups qui le suivaient. Alors il n'avait pas retenu son cheval. Alors, une fois qu'il était arrivé là-bas chez Grosjean, avec les premières fermes, alors, les loups avaient cessé la poursuite. Ils sont découragés. Et votre arrière-grand-père portait les mêmes prénoms que vous. Oui. C'était Henri Daniel. C'est-à-dire que mon père m'a appelé Henri Daniel en souvenir de son grand-père. Et lui, votre arrière-arrière-grand-père
Vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas s'il a fait de l'horlogerie à côté Ah, de je son suis pas travail. sûr. Non, j'ai jamais eu de... Je savais qu'il était voiturier, mais je suppose qu'il s'était mis voiturier parce qu'il n'avait pas de travail dans l'horlogerie. Il y a eu des périodes où c'était pas les années folles, les années grasses. Dans cette génération-là, donc très ancienne, on situe autour de 1800, il y avait d'autres membres de votre famille qui s'étaient engagés alors comme soldats ou comme officiers? Ah ben, il y en a eu, c'est-à-dire que précédemment, il y en a qui avaient fait du service militaire comme fantassins suisses, parce que la question, le service militaire était pas seulement développé à la vallée, parce que les Bernois avaient donné aux habitants de la vallée l'autorisation de posséder des fusils, parce que tous les habitants de la vallée devaient se défendre, intervenir contre les Bourguignons qui venaient assez souvent chercher à voler du bois sur Suisse. Il y a eu beaucoup de chauffourées entre les uns et les autres. Ça a bien changé, mais enfin, à ce moment-là, c'était comme ça. Et les gens de la vallée, c'était des excellents soldats. Et il y en a qui ont été jusqu'en Russie. Ah ben, il y avait donc un de la famille qui s'appelait Joseph, qui s'était engagé au service étranger de France, et qui, on a toujours dit qu'il était parti à la campagne de Russie, puis il n'était pas revenu. Je ne pense pas qu'il a fondé une famille là-bas dans les steppes de la Russie, je ne crois pas. Mais alors revenons à chez le maître, où votre arrière-grand-père avait un domaine, il était paysan, mais il était aussi horloger. Alors comment ça se passait ça? Il travaillait au champ? Ah ben il travaillait, il avait quelques champs, il avait 2 vaches, un veau, etc. Vous voyez, c'était pas un troupeau bien important. Alors tous les matins, à la fin d'après-midi, il allait gouverner, il soignait son bétail, traire et les gouverner. Mais alors, il ne faisait rien d'autre, il ne s'occupait pas de ses champs. C'était les femmes qui s'occupaient des champs? Ah ben, quand arrivait le moment de la fenaison, eh ben, ils embauchaient un faucheur, il y avait encore ce temps-là des gens d'en bas qui venaient s'engager comme faucheurs. Et puis alors, le faucheur, chaque matin, depuis 5 heures, eh ben, juste le jour, il allait faucher tout ce qu'il pouvait faucher, et puis après, il fallait soigner la grand-mère y allait, mon père qui avait une dizaine d'années y allait aussi pour épancher ce fouet, et puis il le soignait comme il faut, puis en fin d'après-midi, eh ben, il ramassait, alors c'était la grand-mère qui faisait le char, le fouet, puis le faucheur qui chargeait, c'était plus pénible. Et puis mon père, qui était un petit gamin, c'est lui qui ratelait. Alors, mon père me disait, mais quand on rentrait un petit char de fouet tous les 2 jours, eh ben, on était rudement content. Quand même, il fallait le décharger, ça durait, ces fenaisons, ça durait plus d'1 mois pour quelques champs qu'ils avaient autour de chez le maître. Puis alors, mon arrière-grand-père, alors, il travaillait à l'établi. Alors, sitôt qu'il avait fini à l'écurie, eh bien, il travaillait à l'établi. Et puis, après, le soir, après, il retournait à son établi. Et ils étaient plusieurs là-bas quand ils pouvaient le lendemain dire « Ah, ben, je vais veiller jusqu'à telle ou telle heure. » Ben, ils étaient fiers, ils étaient contents. Ils surveillaient les fenêtres d'amis, de copains, pour voir s'ils avaient éteint ou pas éteint. Vous êtes, on peut le dire, je crois, combier 100%. Oui, d'après les papiers qu'on a, les arbres généalogiques, mais dans tous les ancêtres, il n'y a que des noms combiens, que ce soit des Piguet, des Aubert, des Gaulin, des Maillan, des Raymond, des Rochats, je ne crois pas qu'il y en ait, parce que les Rochats, c'était à l'autre bout de la vallée.
Lecoultre, là, parce que mon arrière-grand-mère était une Lecoultre. Et vraiment, on est des Colombiens 100%. Et votre grand-père était donc Victorin Piguet. Et en 1870, il devait avoir 20 ans. Il avait juste 20 ans. Et il avait été recruté, il était carabinier à ce moment-là. Ça avait une importance considérable. Et les carabiniers, ceux qui étaient recrutés dans les carabiniers, c'est eux qui fournissaient leur uniforme. Et il avait été recruté dans les carabiniers et il avait une compagnie 75, je crois. Et puis ils avaient été mobilisés, je ne sais pas exactement à quel moment, pour aller à Bâle, pour faire le service de police parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés alsaciens qui étaient rentrés à Bâle après l'avance des Allemands là, en France. Alors, et il m'a raconté ça plusieurs fois. Il mobilisait à Chavornay, où il prenait le train. Et ils étaient partis, etc. Puis au bout d'un moment, le capitaine avait passé dans les wagons en leur disant, écoutez, notre effectif doit être de 100 hommes, alors on est 101. Alors il y en a un de trop. Alors les deux plus âgés, c'était un nommé Émile Beau, qui est un ami de mon grand-père, qui habitait là au Sentier, et puis un ami Lecoultre du Brache. Alors le capitaine leur avait dit, arrangez-vous entre vous, il y en a un qui pourra descendre en Neuchâtel et puis rentrer, et il ne sera pas mobilisé. Et puis, le train allait lentement à ce moment-là. Et puis là, on commençait à approcher de Neuchâtel, puis il y avait Émile Beau qui avait dit quand même, il faudrait que je trouve mon ami Lecoultre pour savoir comment on va s'arranger, qui c'est qui va descendre. Et comment savoir, j'allais dans le train. Plus d'amis Lecoultre. Il avait profité de ce que le train avait un peu ralenti dans une gare, était à grand son par là-bas, puis c'était débarqué sans rien dire à son copain. Et mon grand-père disait, mais ça a été une chance fantastique, parce que Émile Beau, une fois qu'il était à Bonn, Émile Beau avait fait d'une chorale, tous ceux qui voulaient chanter. Alors, il répétait des chants pendant toute la journée, il n'avait rien à faire. Puis le soir, ils allaient chanter dans des cafés, sur les places. Ils avaient un succès fantastique. Et mon grand-père disait, mais grâce à ça, ça nous avait maintenu un intérêt. On n'avait pas passé tout notre temps libre dans les cafés à enfiler des chopes de bière ou de vin, puis Alors, liquider tout ça seul. C'est la période aussi où les Bourbakis sont entrés ici à la vallée. Ils sont entrés, oui, ils sont entrés le mois de janvier, à la fin de janvier 71, en même temps qu'aux Verrières, que tout le long de la frontière. Ça représentait combien de soldats tout à coup à la vallée? Je ne me rappelle pas combien ça faisait, mais ça faisait plusieurs milliers. Ils avaient traversé le Rizou, et ils arrivaient surtout au lieu. Le Rizou était moins large, là. Mais il y en avait qui étaient arrivés là derrière la côte, au Soya. Il n'y avait pas énormément de neige. Ils avaient pu suivre les chemins assez facilement. Et quand ceux qui étaient arrivés au Soya, ils s'étaient trouvés là, au bord de un endroit qui s'appelle Tivoli, et trouvaient une femme qui était la factrice. On lui disait la Kouka. Alors, elle s'est trouvée là-bas, elle avait commencé à désarmer ces types, elle a ramassé les fusils, puis il a envoyé plus loin pour être reçu dans les maisons. Mais cette personne, je l'ai connue. Il y avait assez de nourriture à la vallée pour nous. Oui, ben, il y en avait assez. Il les avait mis au bout de 2 jours, ben, il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus de farine, il leur faisait de la soupe à tour de bras avec des pommes de terre, ce qu'ils avaient. Et alors tout de suite, il y avait eu des mesures qui avaient été prises pour évacuer tous ceux qui pouvaient encore marcher, les évacuer à la plaine. Après la guerre, il y a eu une crise, je crois, économique, en tout cas des grandes difficultés. Votre grand-père a dû quitter la vallée. Qu'est-ce qui s'était passé? Oui, mon grand-père, il s'était marié
en 1873. Il s'était installé dans un tout petit appartement chez son beau-père au Soya. Là, c'est ici que mon père est né. Et puis, la crise, il y avait non seulement les conséquences de la guerre franco-allemande, mais il y avait aussi cette évolution cette mécanisation de l'horlogerie. Il y avait beaucoup qui n'avaient pas grand-chose à faire. Alors, lui n'avait pas voulu se croiser les bras tout le temps. Mais il était donc horloger, il travaillait où? Ben non, je ne peux pas vous dire. Je sais pas, il travaillait chez lui, parce qu'il travaillait chez lui. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de fabrique. À part la fabrique Le Coute qui commençait, mais il n'y avait pas la plupart des ouvriers à ce moment-là travaillaient à domicile. Donc vous pensez qu'il a travaillé à l'établi avec son père, à domicile? Je ne crois pas qu'il a travaillé avec son père. Ah, il a travaillé pour son compte, mais là, il était au Soya. Mais enfin, son métier, c'était horloger. Il était horloger, oui. Et puis, alors, il a quitté la vallée pour aller. Je ne sais pas pourquoi il était embarqué à Étoile, quels avaient été les contacts qu'il pouvait avoir eu avec Étoile. Seulement, là-bas, au bout d'une année, les rares montres qu'il y avait là-bas, avec quelques pendules, il les avait toutes tenues, elles marchaient toutes parfaitement bien, ça fait que plus personne ne l'apportait du travail. Alors il s'était rapproché de Genève, s'est fixé à Coppet, où il est resté aussi l'affaire de 2 ans à Coppet, et il est arrivé à Genève, il est arrivé à Genève en 79, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il a signé un contrat avec celui que vous avez le conseil administratif de Genève, qui était propriétaire de l'école d'horlogerie, et il avait été engagé comme maître à l'école d'horlogerie, mais il était maître, on peut dire, à mi-temps, parce qu'il avait un atelier à disposition, et il avait des ouvriers qui travaillaient pour lui. Et il devait accepter tous les élèves qui se présentaient, qui voulaient bien apprendre les quadratures, les chronographes et les pièces, les mécanismes compliqués. Mais pour être accepté comme maître à Genève, il devait être particulièrement compétent dans sa... Oui, il était particulièrement compétent, mais je n'ai jamais su où il avait appris son métier. J'avais posé la question à mon oncle, il avait déjà, à ce moment-là, 95 ans, c'était donc il n'y a pas si longtemps, mais mon oncle m'avait dit, je ne sais absolument pas. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'à l'âge de 12-13 ans, pendant les vacances, il faisait de l'outillage pour son oncle, qui donnait du travail à son père. Il avait déjà fait une série, il faisait des cléoris. Et puis, il avait porté une série, et puis il avait demandé, oui, il voulait demander un peu de l'argent, puis son oncle lui avait dit, bon, l'argent, tu es bien trop jeune pour en avoir, je m'arrangerai avec ton père. Alors le voilà, Genevois, mais il avait son frère, donc votre... Ah ben son frère, oui. Lui, il y avait un frère qui avait 2 ans de moins que lui, il l'avait suivi, il avait rejoint en Genève quand il avait cet atelier, et dès ce début, il a eu du travail pour les maisons de Genève, et il avait plusieurs ouvriers, il y en avait 2 ou 3 d'ici qui avait suivi en Genève, il avait rejoint en Genève pour travailler. Et puis, alors, il donnait du travail à des amis qui étaient restés à la vallée. Alors, ça lui posait un problème assez difficile, parce que c'était les contacts, la poste, évidemment, on pouvait envoyer, mais venir pour discuter avec ses ouvriers, venir par les moyens de locomotion, ben, c'était le train jusqu'à Lausanne, il fallait changer jusqu'à Croix, puis depuis Croix, il y avait bien une poste, etc., mais il venait à pied, parce que toute la montée de Croix jusqu'à Petra-Félix, ceux qui avaient payé leur place dans la poste, ils étaient bien obligés de marcher derrière. Pour venir de Genève à la vallée, alors le plus simple, c'était
prendre le bateau à Genève jusqu'à Rolle, et puis depuis Rolle, grimper la côte, passer le marché rue et redescendre dans la vallée. C'était plus court, prenait moins de temps que de prendre le train, passer par Lausanne, puis Croix, puis revenir depuis Croix jusqu'à la vallée à pied. Ça faisait à peu près autant. Et mon père me racontait à l'âge de 7 ou 8 ans, il était revenu en vacances, il était avec un oncle, et il avait fait ce trajet. Ouais, il avait surtout trouvé long, c'était de remonter au Soya, depuis la Gaulice au Soya. Et il était venu à pied depuis où? Depuis Rolle? Depuis Rolle, oui. À l'âge de 6 ou 7 ans? Je vous dis 7 ou 8 ans. Oh, il s'en souvenait. Vous l'avez fait vous-même, ce Non, trajet? non, je l'ai jamais fait. J'avais fait une fois, quand j'étais à Lausanne, au gymnase, on revenait en vacances avec un cousin. On était passé par le marché rue, mais on était venu depuis à la main jusqu'à Aubonne. Oui, on était jusqu'à Aubonne. On était venu depuis Aubonne à pied. Bon, ça faisait bon, l'après-midi qui était chargé. Mais alors, depuis le marché rue, on coupait à travers Pâturage pour arriver là à Lorient. Parlez-nous encore de votre grand-père. On l'a vu donc aller à Genève. Faites-nous un portrait de cet homme. Vous dites que c'est une forte personnalité. Tout le monde dit que c'est un monsieur. Le grand-papa Victorin, c'était quelqu'un. Dans toute la commune, il avait été municipal. Il a été député pendant plusieurs législatures. Il était membre du conseil d'administration des Eaux de Joux. Il a été pendant 30 ans. Il a été, encore toujours on en parlait, il a été président du conseil du Crédit Mutuel pendant au moins 40 ans. Mais avec tout ça, il avait quand même le temps de travailler à l'établi. Il travaillait, c'est ça. Il avait quand même remis son affaire en 1919 à ses 2 fils et il n'avait plus la même responsabilité dans l'atelier. Mais alors, chaque fois qu'il y avait une pièce spéciale, compliquée à faire, il disait ça, au mot son opinion. Et c'était lui qui traçait la pièce, c'est ce qu'on appelait le calibre, qui était la base de la construction. Donc celui qui pensait la pièce, c'était lui? Ah ben c'est lui, mais avec mon père aussi, oui. Parce que mon père était tout à fait compétent aussi. Mais mon grand-père, il avait dans la tête cette facilité de concevoir des mécanismes compliqués, quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va parler de ces mécanismes compliqués. C'est ce que vous appelez une grande complication. Tout ce qui est ajouté à une montre est ce qu'on appelle une complication. Un mécanisme pour faire sonner la montre, de répétition. Et il y a plusieurs genres de répétition. Il y a ce qu'on appelle la répétition à quart, il y a la répétition à demi-quart, la répétition en 5 minutes, puis la répétition en minutes. Quand vous dites quart, c'est un quart d'heure. Oui. Et les quarts et les 5 minutes, il y a longtemps qu'on n'en fait plus. C'était soit les quarts, soit les minutes. Alors, il y avait un poussoir ou un décrochement pour, à n'importe quel moment de la journée, alors on déclenchait la cloche, puis alors la montre vous sonnait exactement le nombre d'heures, de quarts et de minutes. Donc ça, c'est utile pour la nuit? Ah, c'est les matières lumineuses qui ont coulé les répétitions. Ça les fait beaucoup, pendant la guerre de 14-18. Et quelles autres complications est-ce qu'il y a? Parlez-moi des quantièmes. Et alors, il y a les chronographes et compteurs et rattrapantes qui se sont bien beaucoup mécaniquement par la suite. Et puis alors, les quantièmes, ce qu'on appelle quantième, perpétuel, c'est un mécanisme qui vous donne, d'une manière soit par des disques, soit par des aiguilles, qui vous donne la date exacte, c'est le jour
le mois, le 40e du mois, et il y a les phases de lune. Parce que Et le jour de la semaine aussi, oui, le jour de la semaine. Et les jours de la semaine, oui. Les jours, alors, mercredi 3 avril, la pleine lune. La pleine lune, c'est le jour. Voilà. Oui. Elle marche. C'est la pleine lune. La pleine lune. Ah ben ça va bien. Et ces pièces sur lesquelles vous travaillez, en quelle grandeur? C'est toujours des montres? Non, on en fait soit des montres de poche, donc j'appelle 17 et 18 lignes, même davantage. Et puis on en a beaucoup fait des montres sur des quantiers bracelets. Cette montre-là, qui est une montre de grandeur de 13 lignes. Montre bracelet qui est une montre de bonne grandeur. Alors là, vous avez toutes les fins de mois, ça saute automatiquement, qu'il y ait 28, 29, 30 ou 31 jours, alors ça saute directement juste. Tandis qu'il y a ce qu'on appelle les montres calendrier, eh bien, chaque fin de mois qui n'a pas 31 jours, eh bien, il faut faire une correction. Et ces complications, c'est des choses qui se font un peu partout dans le monde? C'est une spécialité suisse? C'est une spécialité combien? Ça a été une spécialité suisse, mais les quantièmes, ça c'est depuis il y a 10, 20 ans, ça s'est beaucoup généralisé. Alors il y a énormément de calendriers, les modèles de date à faire ici, mais alors qu'ils ne sont pas parce que le mécanisme quantième perpétuel est beaucoup plus compliqué qu'un mécanisme de quantième simple. Et alors plus c'est compliqué, plus ça vous plaît en somme? Oui. Oui. Justement, il y a une dizaine d'années, il y a plus que 15 ans, on a eu la demande, la maison Patek a eu la demande d'un amateur américain qui demandait qu'on lui fasse une montre de poche avec un quantième grégorien. Parce que les quantièmes perpétuels qu'on fait, c'est encore le calendrier julien. C'est-à-dire qu'il y a un 29 février tous les 4 ans. Toutes les années où le millésime est divisible par 4, les deux derniers chiffres par 4, eh bien, c'est bissextile, il y a un 29 février. Et alors, en 1383, ce calendrier avait fait un écart déjà de 10 ou 12 jours. Alors, on commençait à trouver un peu mauvais. Ça continue, alors le nouvel an sera au milieu de l'été. Ce quantième grégorien, ça impliquait quoi du point de vue mécanique? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial par rapport à une grande complication ordinaire? C'était évidemment un mécanisme quantième, mais ça m'a fallu arriver à supprimer ces 3-29 février, les années 2100, 2002, etc. Alors, pour arriver à ce mécanisme-là, il a fallu combiner avec une étoile qui fait un tour en 4 ans, qui actionnait une bascule, qui faisait avancer d'une dent une étoile de 25 dents. Alors, cette étoile de 25 dents faisait un tour en une année, et puis alors, elle portait un satellite qui engrenait avec un système de doigts, une croix de Malte, un système de doigts, alors qu'elle fait un quart de tour par tour de l'étoile qui fait un tour en 100 ans, qui fait qu'elle fait un tour en 400 ans. Alors, donc il y avait un mécanisme, une roue qui fait un tour complet en 400 ans. Oui. Qui contrôlera que votre système marche? Écoutez, la première fois que j'avais eu cette demande, j'avais reçu cette demande, j'en avais parlé chez nous, puis mon fils qui m'avait dit oh, tu peux bien faire ce que tu voudras parce que le propriétaire ne pourra jamais voir si ça ne marche pas. Ce sera un peu trop tard pour réclamer dans 400 ans. Et puis il faut attendre l'an 2100. Mais qui était ce collectionneur? C'est Snorri Altwood, lui qui avait racheté cette grosse complication qu'on avait faite entre 28 et 33. On va en parler tout à l'heure, peut-être. Oui. Et qui était arrivé à Genève
fabriques Patek au magasin en leur disant, voici une montre de votre fabrication que je viens de racheter. Je vous prie de me la remettre en parfait état de marche. Je ne vous demande pas un devis, mais je désire que ça soit fait le plus rapidement possible. Sitôt qu'elle est prête, vous me télégraphiez, je reviens la chercher. Comme elle n'avait absolument point de mal, ça a été fait rapidement. Alors, on l'a télégraphié, il est revenu, il a été 15 jours à Genève, tous les matins à 9 heures, il était dans les ateliers Patek pour discuter de complications, d'horlogerie, il a fait ainsi. Et puis une fois rentré chez lui, quelques semaines plus tard, il a écrit une grande lettre en demandant, écoutez, je pense que vous pourriez me faire une montre de poche avec un mécanisme de calendrier perpétuel comme il s'en est encore jamais fait, c'est-à-dire le calendrier grégorien. Et c'est là-dessus que ça fait répartie, que je me suis creusé la tête, et j'ai trouvé assez facilement une solution. Et donc toute la conception de la montre, les calculs, etc., c'est vous qui les avez fait. Oui. Combien de temps est-ce qu'il vous faut pour réfléchir à tout ça? Mais j'avais eu cette demande-là, je faisais un autre travail en train, et ben c'était en faisant l'autre travail que je réfléchissais. Puis tout d'un coup, j'ai eu une idée. Et puis, vous réfléchissez, crayon en main? Pas même. Et j'ai trouvé cette solution, on a fait une proposition, il a fait la commande, et puis on s'est embarqué. Et donc, comme je vous l'ai dit, elle a été perdue entre Genève et le Sentier. C'est-à-dire que vous l'avez faite, envoyée à Patek, donc le mécanisme. Alors c'était eux qui avaient terminé l'échappement, la boîte, les cadrans, tout le fourbi. C'est une fois qu'ils ont voulu la mettre en marche, quand c'était tout terminé, qu'ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que ça ne tournait pas dans le bon sens. Et ça, c'est une erreur qui avait été faite par un plombier. C'est moi qui ai fait l'erreur. Ça se tournait dans le faux sens. Tout le mécanisme, les 400 ans, c'était dans l'autre sens. Alors, celui que j'ai refait le mécanisme à ce moment. Mais j'ai combiné la bascule qui est entraînée par cette roue, je l'ai combinée différemment pour qu'elle fonctionne dans l'autre sens. Parce qu'il faut dire qu'il y avait un cadran des deux côtés. Cadran des deux côtés, oui. Et alors, ça s'est perdu à la poste. Et vous avez dû recommencer à zéro. Oui. Mais l'idée était là. Je venais d'en faire une autre, c'était plus simple. Je pense que j'ai mis 2 fois moins de temps pour la refaire que la première. Mais revenons à la grande complication. Ce fut le travail d'horlogerie le plus compliqué de la carrière de votre père et de la vôtre. Et on peut dire que c'est la montre la plus compliquée ou une des plus compliquées qui ait jamais été faite au monde. Alors, que contenait-elle? Montre mécanique. Mécanique. Eh bien, un premier étage là où il y avait donc le mouvement, les rouages, différents rouages, puis le mécanisme de chronographe, compteur et rattrapante. Et puis vous aviez aussi une pièce à grande sonnerie, vous avez là tous les timbres. Il y avait combien de timbres différents, combien de sonneries différentes? 5 timbres différents. Pour une montre qui avait 6 cm à peu près de diamètre? Oui. Et bien alors de l'autre côté, vous aviez là alors le mécanisme de sonnerie, et puis les développements de ressort, le mécanisme du réveil, et puis le mécanisme de mise à l'heure, qui était quelque chose de très compliqué. Là, vous avez le mécanisme de quantième perpétuel, différentes bascules. Ici, vous avez l'étoile de 7, ici l'étoile 31, puis ici l'étoile de 12. Et puis alors, à l'opposé, il y avait de nouveau une platine qui était fixée sur des piliers, vissés dans la boîte, la platine, et qui comportait alors les rouages du temps sidéral, et puis lever et coucher du soleil et équation du temps. Il y a 3 roues là qui font un tour en une année, qui portent des cames qui sont faites complètement à la main, un travail qui coûte énormément. Donc pour chaque came, vous mettez à peu près combien de temps? À peu près une semaine. Une semaine par came? Oui.
Le temps sidéral, qu'est-ce que c'est? Ah ben, le temps sidéral, c'est le temps qui est mesuré d'après les étoiles. Le temps qui nous régit, c'est le temps solaire moyen, qui est d'après le soleil. Seulement, le soleil revient tous les jours, c'est lui qui fait le jour et la nuit. Le temps sidéral, c'est si on mesure le temps d'après les étoiles, et à une différence d'environ 2 minutes 53 secondes avec le temps solaire. Alors il y avait d'une part le temps normal et d'autre part le temps sidéral. Alors il a fallu calculer des rouages spéciaux qui transmettaient le mouvement ici à de nouveau des roues qui portaient des aiguilles de temps sidéral. Et puis il y avait aussi la différence à midi entre le Alors temps... c'est l'équation du temps. Ça. C'était aussi contenu dans cette complication. Oui, aussi contenu là. Alors l'équation du temps, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'est les écarts qu'il y a entre le temps solaire moyen et le temps solaire réel. Et ça peut aller jusqu'à vers les 7 minutes? Ça va faire, sur l'année, ça fait un écart d'à peu près une demi-heure. Une demi-heure, oui. 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 Le Donc, soleil passe à son méridien, après le temps solaire moyen, environ 15 minutes trop vite ou puis 16 minutes trop tard. Ce qui est très important pour les navigateurs qui prennent la... Mais plus à présent, parce qu'à présent, ils sont renseignés avec la radio, etc. Mais anciennement, c'était tout avec le... Et puis, le problème de la mesure du temps sur les navires a fait faire des gros progrès à l'horlogerie, parce que là, à la fin du XVIIIe siècle, il y avait plusieurs qui s'occupaient de faire des chronomètres de marine qui devaient arriver à une précision extraordinaire pour qu'ils puissent justement établir leur situation d'une manière exacte. Faire le point. Combien de temps avez-vous travaillé pour réaliser cette montre, votre père et vous? Oh, je ne peux pas bien dire, je me suis occupé de la mise à l'heure, là, et puis le repassage, toutes les mises en place, les fonctions, eh bien, j'ai consacré une année, mais là-dessus, il y a eu des travaux qui ont dû être faits à Genève qui décomptaient une certaine période. Et au total, faire une montre, ça prend peut-être 2-3 ans à peu près? Ah ben, elle a pris 5 ans. Ah, elle a pris 5 ans, celle-là. Ouais. Elle a pris 5 ans. Vous comprenez qu'il a fallu, la boîte a été faite en Genève, l'emboîtage a été fait en Genève aussi, mais tous les mécanismes, tout ça, a été fait par mon père et mon grand-père, et puis les ouvriers qui étaient des as et qui travaillaient à ce moment-là. À part le personnel des ouvriers qui travaillaient chez nous, on en avait plusieurs qui travaillaient encore à domicile, ne travaillaient pas uniquement pour nous, mais qui étaient des spécialistes en mécanismes compliqués, c'était les mécanismes de grande sonnerie, chronographe, quantième, c'était plusieurs ouvriers qui étaient des as dans leur partie, qui pouvaient combiner tout ce qu'on voulait combiner dans ces sortes de choses. Et c'était des ouvriers qui ne gagnaient certainement pas ce qu'ils auraient dû gagner. Ils auraient dû avoir des payes de directeurs techniques plus que des ouvriers. À propos des grandes sonneries, on a fait plusieurs qu'on appelle les grandes sonneries de bord, une sonnerie spéciale destinée au capitaine au long cours. Alors, une certaine fois, on en avait une nouvelle commande, et puis celui qui nous en avait déjà fait, je ne sais pas s'il était tombé malade ou s'il était décédé, mais enfin, c'était un problème pour trouver un nouvel ouvrier de ce genre de travail. Et alors, il a été question de nommer Raymond de Brassus, de chez Rijoux. Puis mon grand-père s'était embarqué vers lui pour lui demander et lui expliquer ce qu'on aurait
voulu avoir. Et puis, mon grand-père était revenu très déçu en disant, je me demande quel embarquement on fait avec ce compagnon. M'a pas dit un mot, m'a rien demandé, etc., etc. Enfin, on verra. J'étais extrêmement sceptique. Et puis, quelque temps après, le type se rappelait qu'avec son mécanisme, fait parfaitement bien comme ça devait faire. Pas une critique, pas une retouche. Et il n'y a pas eu besoin de poser une seule question pour faire ce travail parfaitement. Non, pas besoin. J'avais tout de suite compris exactement ce qu'il en était. Et puis, c'est embarqué. Et c'est la première fois qu'il fait un mécanisme comme ça. On a parlé beaucoup d'horlogerie, bien sûr, dans cette maison. Vous êtes un spécialiste non pas de la grande complication, mais de la toute grande complication, c'est-à-dire que chacune de vos pièces était des pièces uniques et non pas des grandes complications de série. Mais on va peut-être parler, pour finir, d'autres aspects de votre vie, parce que vous avez été un homme de tribunal, un homme d'église. Racontez-nous tout ça. Évidemment, débuté dans des sociétés, quand on avait quelques facilités et puis qu'on se laissait un peu influencer, ben on se chargeait de certains travaux qu'on aurait peut-être mieux fait de laisser tomber, mais encore il n'y a pas si longtemps que ça, ma femme me redevait, disait, dans le temps, premier temps de notre mariage, ben, tu n'avais pas souvent un soir à la maison. Et vous étiez donc juge pendant longtemps? J'ai été juge au tribunal pendant 30 ans. J'ai succédé à mon père, parce que j'étais encore à ce moment-là à la limite des fonctions à 70 ans. Puis j'ai été 2 ans juge suppléant, puis après j'étais juge, et puis les 12 dernières années, j'étais vice-président du tribunal. Et j'ai eu plusieurs petites choses à présider moi-même. Ça dépend. Les présidents, les premiers présidents que j'ai eus, ben, leur vice-président ne fonctionnait presque jamais. Mais alors, le dernier qu'on a eu, lui, tant de petites choses, il est son vice-président. Il fallait se débrouiller, quoi. Et puis j'ai été longtemps dans l'autorité de l'Église, au conseil de paroisse du Sentier. J'ai été 12 ans vice-président et 12 ans président. C'était une assez grosse. C'était plus que. Ça prenait davantage que la place du juge au tribunal. Est-ce que les problèmes. Comment décririez-vous le problème, la situation religieuse ici à la Vallée? Eh bien, évidemment, il y a. Voilà déjà 15 ans que j'ai quitté l'autorité. Je suis moins dans le mouvement qu'il n'était avant, mais la situation n'est pas si mauvaise. En tout cas, actuellement, on a une collaboration entre l'Église protestante, l'Église catholique, les sectes, quelque chose de remarquable. Tous ces messieurs qui sont pasteurs, prêtres, curés, ils fonctionnent, ils travaillent d'entente les uns avec les autres, se réunissent tous les mois, et vraiment c'est un point très fort de la vie. Mais indépendamment de ça, ben, la vie religieuse, elle est bien atténuée chez beaucoup. Qu'est-ce qui a changé de plus dans la vie religieuse par rapport à votre enfance? Est-ce que là, les distances étaient beaucoup plus longues entre ceux qui appartenaient à l'Église qui était alors nationale et les sectes, oui, par exemple? Anciennement, déjà, il y avait l'Église nationale puis l'Église libre. C'était des ennemis jurés. On ne pouvait pas souvent y sentir. Depuis la fusion, elle a été... Il a fallu du temps pour l'accepter, mais à présent, ça ne pose plus de problème. Mais je veux parler des tout vieux souvenirs. Je vous ai déjà dit que mon arrière-grand-père travaillait pour un beau-frère. Ce beau-frère, il était un des anciens de l'Église libre, tandis que mon arrière-grand-père était de l'Église nationale qui venait depuis chez le maître
tous les dimanches au culte au Sentier. Mais alors, son beau-frère, pour lequel il travaillait, eh bien, quand il pouvait l'endiabler, il le faisait. Il a eu venu le samedi soir en lui apportant du travail, en lui disant que c'était tellement urgent qu'il venait de recevoir ça, qu'il lui fallait absolument pour lundi matin. Alors, en fait, tu as qu'à te mettre. C'était pour l'empêcher d'aller au culte au Sentier. Et il venait à 9h30 voir s'il était à l'établir. Une fois que s'approchait 10h, il lui disait en patois, eh bien, je m'en vais au culte. Salut Henri. Et puis il y a encore là un autre aspect de votre vie. Vous avez été un membre du club alpin, vous aimez les promenades. Votre père aussi aimait bien les promenades. Oui, mon père spécialement, lui, la montagne sur le Valais, il allait toutes les années faire une grande course en Valais. On allait surtout dans le massif du Trian, parce que c'était moins loin. Bon. Et puis là, il y avait des belles courses à faire. Et quand vous faisiez des promenades en famille, vous alliez de quel côté? Ah ben, quand on faisait des promenades en famille, presque tous les dimanches, on allait toujours du côté du Montendre. Et pour mon père, l'important, c'était d'aller juste sur la crête pour voir de l'autre côté, voir les Alpes. Et qu'est-ce qu'on pense de l'autre côté quand on est Combier? Oh, ce qu'on pense de l'autre côté, il y a les Pégams, puis et mon père, alors, c'était lui, et c'est lui qui a tout fait pour fonder le club alpin ici. Il a été le premier président, et il a beaucoup travaillé. Et c'était en 23, ça fait plus de 50 ans, 62 ans. Et vous montez encore quelques fois sur la crête pour Oh, voir à présent, je ne peux plus, malheureusement. Les gens avaient tellement affaibli. Mais alors, à l'occasion, on peut aller en voiture jusqu'à la cabane du Cunet, tout près, alors qu'on n'a plus que 50 mètres à faire. Ben, c'est encore possible. Mais votre monde, ça a été ici. Oui, alors, la vallée, Et pour l'horlogerie, vous pensez que vraiment que dans le monde entier, il n'y a eu aucun endroit aussi privilégié que la vallée? Je ne sais pas ce que vous entendez par privilégié, mais il n'y a aucun autre endroit où on a travaillé, où on a créé et conçu ces mécanismes compliqués. C'était la grande spécialité des horlogers combiers. Et ils étaient bien de plus versés dans les complications que dans la question commerce et la question de faire valoir leur talent.